Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Comme d'habitude, je suis avec mon acolyte Elliot. Ça va bien, Elliot? Ça va bien et toi, JC? Ça va très bien. On se refait un deuxième épisode dans le cadre de un de tes lieux de vie, en tout cas, à la home. Donc on invite aux gens d'aller voir l'épisode précédent pour le contexte, pour savoir où est-ce qu'on est exactement. Ça, on va pas forcément le redire deux fois dans deux épisodes. Donc épisode précédent pour ceux qui veulent plus d'informations. Mais surtout aujourd'hui, ce que je voulais voir avec toi, c'est qu'on creuse le sujet, ce qu'on pourrait appeler le design de vie, mais plutôt centré sur les relations, sur le rythme, les choix de lieu de vie, et sur les choix personnels, notamment en termes d'engagement, de renoncement, de prise de décision. Donc si tu veux bien, mais de toute façon, t'as pas le choix vu qu'on est là. Ça me paraît être un très bon programme. C'est le programme qui est préparé. Donc, ce que je propose, peut-être pour commencer, on peut parler des relations choisies. Enfin, comment, en tout cas, on cultive nos relations. Comment toi, quels sont tes critères, tu vois, ce qu'est une bonne relation. On peut peut-être partir plus sur l'amitié, si tant est que tu fasses une distinction entre amitié et relation intime, relation de couple. Mais c'est quoi tes critères donc, pour choisir tes relations et les cultiver? L'utilité, purement. L'utilité, ouais. S'ils sont riches. Est-ce qu'ils sont riches ou pas? Est-ce qu'ils ont du réseau? Voilà, on arrête ce podcast, merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Exploiter, développer un bon réseau, on va le renommer. Comment faire du networking? Je t'invite à répondre à la question en premier, JC. C'est parce que c'est pas facile. Ouais. Ok. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est se poser la question de qu'est-ce qui fait au final qu'on cultive une relation avec une personne plutôt qu'une autre. Et peut-être avant de répondre à celle-ci, pour me laisser du temps aussi de réflexion, et aussi je pense que ça part d'autre chose, c'est comment choisir, et du coup ce qui vient c'est comment attirer les bonnes personnes à soi, ou comment se rendre attirable pour les bonnes personnes. Moi je sais que, étant plutôt, on va dire, sur le spectre introverti, extraverti, plutôt introverti, je me suis toujours dit que c'est en faisant des projets intéressants et en créant du contenu notamment, sur internet, que j'allais d'une certaine manière attirer des gens qui allaient m'intéresser, qui allaient me ressembler, qui allaient partager des intérêts, partager des valeurs, qui allaient être cool aussi, qui allaient certainement faire des choses aussi, parce qu'elles étaient attirées par ça, certainement qu'elles-mêmes faisaient des projets intéressants. Et du coup, c'est ma strat, en gros, depuis que j'ai 17-18 ans, et surtout de manière très intentionnelle depuis que j'ai 22 ans. En gros, ça fait 12 ans que je fais ça. Je me dis, juste fais tes projets, crée du contenu. Et aujourd'hui, j'aime bien dire que si je prends la liste des 50 personnes avec qui je passe le plus de temps, il y en a certainement 45 que j'ai rencontrés de cette manière-là. Plutôt d'ailleurs grâce au contenu, et que les projets, eux, servent à faire prendre conscience aux gens que c'est intéressant, parce qu'en fait, ils vont voir, il a fait ça, c'est intéressant, du coup, c'est un projet qui m'intéresse, ou c'est des choses où j'aurais des questions à poser. Et du coup, c'est une bonne porte d'entrée. Et aussi, ça m'aide à aller vers les gens et à avoir plus de chances que les gens me répondent. Ouais, c'est clair. Plus les années passent, plus je sais que j'ai plus de chances que je peux contacter des gens. Alors, c'est pas forcément toujours plus riches ou plus je ne sais quoi, mais en tout cas, toujours plus intéressantes pour moi et qui ont plus de chances de me répondre. Dans des domaines très variés. Ouais, c'est clair. Donc, gérer ça déjà. Tout ce que j'ai mis en place, mon architecture de comment créer un environnement qui me permet d'avoir des gens cool qui gravitent autour de moi et qui ont envie de me rencontrer. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai l'impression que finalement, t'as le niveau 1 des amitiés ou du réseau, qui est les amitiés par défaut que t'as eu par ton lieu géographique ou par tes rencontres passées. Et donc, je sais pas, à un instant T, t'as ça, quoi. Ouais. Mais donc, tu veux avoir de nouveaux amis, que ce soit pour évoluer, avoir des amis qui sont dans la même mentalité que toi, trouver des gens intéressants qui peuvent te faire évoluer. La première étape, à mon avis, en fait, que tu peux mettre en place, c'est... Enfin, en tout cas, voilà, si j'essaie de conscientiser mon process, c'est un peu qui sont les gens que je veux rencontrer. Donc, en ce moment, je veux rencontrer des artistes, des danseurs. Ok. Ensuite, effectivement, une fois que je sais qui je veux rencontrer, je me demande où est-ce qu'ils sont et c'est quoi leur vie, quoi. C'est quoi leur quotidien pour savoir où est-ce que je peux les rencontrer. Okay. Et du coup, le truc, c'est que les danseurs pros, ils traînent beaucoup avec d'autres danseurs pros. Ils sont assez médisants par rapport aux danseurs pas pros, quoi. Okay. Mais en même temps, ils ont un petit complexe d'infériorité parce qu'ils sont que danseurs, tu vois, et pas chorégraphes ou machin. Et donc, ils aiment beaucoup les entrepreneurs. C'est très facile en tant que outsider, entrepreneur, média, d'avoir accès à ces danseurs-là, quoi. Il y a toujours des portes d'accès. Et du coup, ensuite, t'as le truc de tu peux les contacter pour essayer de faire du réseau. T'as la technique un peu mafia, comme dans la prospection. Je te connais telle personne, ou je t'ai vu à tel endroit, et telle personne m'a parlé de toi.
Et si vous avez un nœud de réseau en commun, c'est l'idéal, ou un nœud de réseau un peu étendu, Ouais. tu vas probablement avoir une réponse. Mais sinon, effectivement, il y a le truc que tu dis, quoi, qui est devenir un nœud central du réseau, quoi. J'ai l'impression que moi, ouais, il y a une époque où j'ai commencé à organiser. C'est là, en fait, d'où me vient un peu tout mon réseau internet. C'est que j'organisais des events à Paris et même ici dans le sud de la France, en faisant venir des gens pour, par exemple, un thé créatif, 25 personnes, 25 entrepreneurs. À l'occasion d'un event, tout le monde vient et du coup, je sais pas, il y a des rencontres qui se font, des liens. Ouais. Et du coup, quand tu commences à être proactif dans l'organisation d'events, c'est là où tu vas faire le plus de réseau et où les gens vont plus te contacter et où tu vas avoir le plus de trucs, quoi. Alors ça, c'est la dimension réseau. Ça Ouais. peut être utilitaire. Mais après, comment ça devient et comment tu choisis les gens que tu vas considérer un ami ou une relation approfondie en tout cas. Ouais, bah moi, du coup, c'est très intuitif, donc je peux pas dire, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais du mal à répondre à la question. C'est pas un choix conscient où je me dis, tiens, cette personne, elle correspond à mes caractéristiques. Ouais. Moi, c'est plus du feeling, quoi. Si j'ai le feeling avec la personne, ça va devenir mon ami, quoi. Ouais, se sentir à l'aise avec la personne, Ouais, par voilà. exemple. Ouais, c'est vrai. Si je sens qu'il y a une connexion fluide, en fait, je pense que c'est surtout ça l'indicateur. Ouais, complètement. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas répondu comme toi sur le côté je cible. Alors, reste avec parfois, je vais cibler aussi des environnements et des types de personnes que je veux rencontrer, par un type d'art, de métier, de posture qu'ils peuvent avoir, d'identité. Euh, mais j'aime encore plus le côté presque random de tu les laisses venir à toi ou tu te laisses un peu ta curiosité de porter, bah, comme ta curiosité dans les sujets, les choix de livres, bah, pareil avec les gens, tu vois, tu te dis ah là j'ai envie de rencontrer des gens tu vois, qui sont très très loin de mon environnement actuel. Moi je l'avais fait dans la philo du coup en 2021-2022 et du coup bah, pendant quelques semaines effectivement j'ai contacté beaucoup de gens dans la philo et c'est vrai que j'avais des facilités de les rencontrer parce que c'est le truc que les gens se rendent pas compte, c'est que effectivement même dans la philo bah, c'est un peu comme tu disais avec les danseurs, les gens sont contents de rencontrer quelqu'un qui vont respecter dans un domaine que eux ne maîtrisent pas très bien, en l'occurrence là c'était l'entrepreneuriat. Et du coup ça a donné énormément de facilité, j'ai aucun mal à rencontrer même des philosophes vraiment brillants, vraiment des. Ouais, je disais, mais en fait, je me disais, il devrait pas. Enfin, je me disais dans ma tête, peut-être qu'il me calculerait pas, qu'il se dirait juste, bon, c'est pas un philosophe, j'aurais rien à faire, mais pas du tout en fait. Quoi. Ouais, alors qu'il calculerait peut-être pas quelqu'un qui sort même d'un doctorat en philosophie. Il sera peut-être moins intéressé de le rencontrer, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, donner du temps, parler pendant 2-3 heures, effectivement, ouais. Donc ouais, c'est intéressant de se dire qu'en fait, on n'a pas de réponse sur le comment au final, qu'est-ce qui fait qu'une relation, on l'approfondisse. Après, moi, peut-être j'ai une piste de réponse. Donc, enfin, j'ai dit, il y a le côté intuitif, le fait de est-ce que il y a une connexion fluide. Mais du coup, je dirais plus que ça. C'est dans quelle mesure je peux me sentir 100% moi-même avec la personne. Ah oui, Il y a un truc de finalement, les amitiés les plus profondes, c'est les amitiés où j'ai pas besoin de mettre de fil, de masque ou de cacher une partie de moi, de peur d'être rejeté pour interagir, quoi. Euh, et je dirais que moi, c'est ça un de mes facteurs principaux, quoi. c'est vrai. Si je me sens un peu, tu vois, à la maison moi-même avec la personne. Ouais, ouais, c'est un très bon critère. J'ai aussi, du coup. Le côté, notamment, moi, ça va plus se rattacher aux idées, de savoir que je peux partager presque n'importe quelle idée et que ça va Ouais. pas être jugé, que la personne va faire la distinction entre bah, l'idée qui est mentionnée à l'instant T et la personne, entre le fait que la personne va aussi elle-même certainement évoluer, même si elle dit ça, que c'est pas forcément ce qu'elle pense, mais c'est ce qu'elle peut essayer de s'exprimer pour voir où ça mène. Enfin, tu vois, plein de choses au niveau de la vie des idées, en fait. Et, euh, et j'ai l'impression aussi, il y a un côté, comment dire, je sais pas comment l'exprimer. Ouais, tu sens que c'est des personnes, en fait, c'est un peu le jeu infini, on disait dans un autre épisode, en fait, tu te sens un peu, genre avec toi, par exemple, je sais, ouais, tu te dis, ah, c'est trop intéressant de voir comment cette personne-là va évoluer, et que j'aime bien voir l'évolution des personnes dans le temps. Et Ouais, qu'au c'est final, vrai. ça me crée, alors je sais pas vraiment, je sais pas si c'est de l'amitié, mais moi j'adore voir l'évolution des gens, et entre une première, une deuxième, une troisième, quatrième, xème rencontre. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça me stimule beaucoup de voir des gens qui sont en mouvement, qui évoluent, soit dans un art, une discipline, mais même, bah, typiquement toi, dans plein de domaines différents. Et moi, je cherche à être entouré de personnes comme ça. Hmm. C'est vrai que le côté un peu statu quo, bon, c'est pour d'autres choses qu'on a aussi évoquées dans d'autres épisodes du podcast, mais moi, je sais que c'est des trucs qui est un peu le red flag, entre guillemets, pour moi, dans mes relations. Ouais, c'est clair. Je cherche des gens qui me poussent moi-même aussi toujours à me réinventer, à avancer, à cultiver de nouvelles choses, à être intéressé.
Et ouais, c'est ça que je crois que c'est le truc que je valorise peut-être le plus même. Ouais. Non, mais c'est vrai, ce truc du jeu fini, jeu infini, peut-être que du coup, comme tu l'as abordé, on peut le définir. Vas-y. Le... En gros, ça a été décliné dans un livre de James Cars, Car je crois. Carr, Ouais. donc qui a Finite and Infinite Game. En gros, il dit il y a deux types de jeux. Les Ah, jeux James Cars, pardon. James Cars, Oui, ouais, t'as c'est ça. raison. Je confonds. Il y a des types de jeux qui sont joués, donc c'est les jeux finis, qui sont joués dans le but d'être gagnés. Ouais. Donc il y a des règles définies et il y a un but du jeu à la fin. Donc on pourrait penser, et les humains créent des jeux finis partout. On pourrait penser aux études, au lieu de voir l'apprentissage comme un jeu infini, où le but c'est simplement de continuer à jouer, on voit l'apprentissage comme un truc où il y a un but fini, qui est gagner le jeu des meilleures notes et ensuite du diplôme, pour ensuite pouvoir avoir un boulot et gagner dans des règles du jeu établies du pouvoir pour monter en grade jusqu'à avoir un grand salaire. Et du coup, la plupart du temps, les gens voient leurs études et leur boulot comme un jeu fini. A l'inverse, le jeu infini, c'est un jeu dont le seul but, c'est de continuer à jouer. Parce que ça nous apporte du bonheur, du flow. Le seul but qu'on a, c'est de continuer à être dans un mindset de croissance et de pouvoir continuer ce jeu le plus longtemps possible. L'apprentissage, par exemple, en jeu infini, c'est comment chaque jour, je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses, lire, me développer ma vision du monde. Et donc ça, il l'applique, je pense que le concept est clair, et du coup, il l'applique, James Clear, à tous les domaines de la vie, dont le domaine des relations. Et il dit, la plupart du temps, à un certain niveau de conscience, en tout cas, si on prend Ken Wilber, spirale dynamique, ouais. Tu vois les relations comme un jeu de statut, en quelque sorte. C'est-à-dire que, même dans le vocabulaire qu'on utilise, il y a un moment où tu vas être dans un jeu de séduction, dont le but, c'est de gagner le titre de propriété de l'autre, entre guillemets. Donc tu vas être dans ton jeu de séduction, et quand tu as réussi ton jeu, l'autre personne dit oui, je suis en couple avec toi, bam, il y a un truc de propriété, et ça devient ma copine, mon copain. Donc il y a un truc de propriété, et à ce moment-là, le jeu s'arrête, entre guillemets, et tu rentres dans un truc de routine. Et du coup, en fait, c'est un peu comme si tu définissais ton statut par le statut que va te permettre d'obtenir l'autre personne qui est avec toi. Et donc tu cherches toujours dans un jeu fini à avoir un peu le meilleur compromis que tu peux obtenir selon tes caractéristiques pour maximiser ton statut en fonction de la relation que tu vas avoir. Ça, c'est comment tu vois les relations un peu quand tu es en jeu fini. Et donc c'est pareil avec l'amitié. Ça peut être, en fait, ça y est, c'est bon, j'ai gagné, j'ai réussi à rentrer en contact avec telle personne, à avoir un lien d'intimité, donc je suis ami avec cette personne. Maintenant, dans mon carnet de contact, il y a telle personne, et je me sens tellement bien, ça flatte mon ego d'être ami avec telle personne qui a écrit 800 livres, tu vois. Waouh, c'est ouf. Ouais. Mais du coup, ces amitiés-là, souvent, elles durent pas. En tout cas, nous, dans nos expériences, je pense qu'on constate qu'elles s'effiolent, et que si elles n'étaient pas infinites, disons, à l'origine, elles ont été motivées par une autre énergie, souvent, c'est des trucs qui durent pas. Et qui peuvent sembler avec le statut. Et du coup, je finis pour les trucs infinis. Du coup, la relation infinie, l'idée, c'est justement, comme tu disais, de connecter un peu avec l'âme d'une personne, entre guillemets, et ensuite de pas se dire, on fiche le truc, on est en couple et tout. Potentiellement, ça peut être une des modalités, mais disons, la quête principale, c'est de dire, le but, c'est de s'aider à se développer et d'intégrer, disons, dans sa ligne de responsabilité, dans son cercle de concern, d'intégrer le fait que le développement de l'autre, ça rentre dans mon cercle de responsabilité, je vais faire mon maximum pour aider l'autre à se développer et à l'aimer et à le chérir. Et justement, cet amour-là, il est sain, parce qu'on ne veut pas prendre l'autre pour soi et l'enfermer dans un couple exclusif, où c'est de la possession, quoi, entre guillemets, mais plutôt lui dire, si à un moment tu dois partir pour te trouver et me retrouver ensuite, ou ne pas me retrouver, c'est possible aussi. Et donc on est dans un jeu infini, où on chérit l'autre d'une manière qui est où le seul but, c'est de continuer à développer l'amour, peu importe comment ça évolue, et pas d'emprisonner l'autre parce que c'est devenu un truc statutaire. Et c'est pareil avec les amitiés, un peu ce que tu disais, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, fin de mon monologue. Non mais très intéressant. Et j'ai pas lu, moi, pour le coup, j'avais la notion, on va dire, superficielle de jeu fini et jeu infini, mais je trouve que là, ça rajoute beaucoup de profondeur au concept, de dire voilà, ce que ça sous-entend, fini, infini, deadline, entre guillemets, enfin j'ai atteint tel objectif, c'est terminé, et l'autre qui va te dire toute ma vie je peux faire ça. Moi j'avais un peu ce niveau de lecture, et tu rajoutes quelque chose. C'est masterclass, ce livre, si vous l'avez pas lu, qui est très court en plus. C'est 141, une sorte de mini 3 pages, tu vois, sur différents sujets,
et il te balance des phrases. Et en fait, il y a Nathalie Hasson qui est un bon blogueur qui le relit tous les ans. Ouais. Parce que en fait, il découvre des nouveaux trucs à chaque fois, quoi. Et moi, je suis d'accord, je l'ai lu deux fois. Et la deuxième lecture, j'ai compris parce que j'ai évolué au niveau de conscience des trucs que j'avais pas compris la première fois, quoi. Le gars, il est plus qu'intégral, l'auteur. Je prends la ref. Ça me fait penser une autre référence qui m'a beaucoup marqué, c'est Anthony de Mello, Awareness, c'est Quand la conscience s'éveille en français. Et il y a exactement ça sur l'amour et les relations. En fait, c'est quelque chose, comment il l'exprime, je vais essayer de bien le transmettre, mais cette idée que on n'aime pas vraiment la personne, mais on aime l'idée de l'amour, et qu'en fait, si on aimait vraiment la personne, le vrai amour, c'est d'être capable de laisser partir la personne. Ouais. Ce qui est tout l'inverse de, effectivement, jalousie, possession. Et soit on aime pour des mauvaises raisons, pour l'image qu'on pense que la personne a et qu'elle nous permet d'avoir, comme ce que tu as très bien expliqué, ou parce que quelque chose un peu pas de dark, mais oui, quelque chose qui est très égocentré au final. Ouais. Parce que la relation me permet d'avoir, ou d'être, ou d'obtenir, très transactionnel. Et ça comble aussi un besoin d'amour en soi, quoi. C'est souvent quand tu as une discussion très authentique avec des gens qui sont dans ces relations finies, et même pas finies, tu vois, mais souvent on dit qu'est-ce que j'aime, c'est me sentir aimé par l'autre. Et en fait, c'est juste que ça répond à un de tes besoins internes qui est un besoin d'amour inconditionnel, quoi, que l'amour maternel, paternel aurait dû te donner. Souvent, c'est une blessure, tu la combles comme ça, quoi. Et donc, tu tombes dans des relations fusionnelles très facilement. Et quand t'es la rupture, finalement, c'est ce besoin qui est plus rempli qui fait que tu souffres. C'est pas que l'autre personne soit plus là, en fait, c'est juste ton besoin. Enfin, c'est ce que cause le fait que l'autre personne soit plus là. Ouais, Mais dans une relation saine, en fait, une séparation. Enfin, je sais pas si tu dois avoir un drame dramatique, tu vois, comme on voit partout, sur la rupture. Elle n'en peut finir, tu vois. Enfin, je sais pas. Oui, après, ça dépend. Effectivement, je pense que ça peut être nivelé, tout ça. Mais tu sais, les gens entendent beaucoup dire la douleur psychique d'une rupture qui équivaut à une vraie douleur physique, qui fait que ça peut mettre des semaines à se remettre de cette douleur et qu'on la ressent. Certainement pour les causes que tu as évoquées en réalité, ce qui est jamais trop mis en avant moi je vois beaucoup cet exemple de dire douleur psychique qui équivaut à une douleur physique d'un certain niveau d'intensité assez hardcore. Et je pense que c'est le rapport que tu as à ce qu'est une relation, à ta relation. Et très souvent, entre guillemets, on a tous, et moi y compris, des rapports entre guillemets malsains avec des relations, en fait, à certains niveaux, bien sûr. Complètement. Parce qu'on part d'un prisme qui est plus c'est stylé d'avoir cette copine, c'est stylé d'avoir ce pote. J'aime bien, et j'étais intéressé par lui parce qu'il fait, je sais pas, telle boîte. Ce genre de choses que malgré nous, on est tenté d'aller vers ça. Et au final, comme tu l'as dit, quand bien même la relation peut-être même parfois s'initie avec ce paradigme, après on se rend vite compte que si c'était vraiment ça ne peut pas tenir que sur ça une relation. Ouais, complètement. Si t'es encore pote avec quelqu'un après, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est qu'il y a autre chose. Ouais. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, j'espère aussi. C'est triste. Mais c'est intéressant. Et alors on a déjà un peu répondu, je sais pas si on a encore des choses à ajouter, mais là c'est un peu la conception d'une relation. On va aller aussi sur le couple aussi. Mais c'est un vrai sujet au final, comment se faire des potes quand t'es adulte, quand t'es plus à l'école ou sur autre chose. Toi, je sais pas si t'as des insights ou des choses, tu vois. Toi, en plus, t'as eu une enfance un peu particulière avec la danse, changer d'école assez souvent, de pas aller à l'école normale. Moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, tu vois, c'est les gens cool font des trucs cool. Ouais, c'est un peu ce que je disais au final. C'est ça. Fais des projets, fais des trucs, et tu vas tirer des gens au final. C'est ça. Ouais. Mais en vrai, tu vas même une après-midi, on est Saint-Afrique, quoi. Tu vas à Millau faire du parapente, t'es sûr de rencontrer au moins une personne cool parmi ces gens-là, tu vois. Tu parles aux pros là-bas, tu vas au moins te faire un pote cool, quoi. Ouais. Enfin, alors que tu restes chez toi et tu te dis, comment je me fais des potes, tu lis le livre de Robert Cialdini, comment se faire des amis, je sais pas quoi. Carnegie, ouais. Ouais. Influence et manipulation, c'est un autre délire. C'est un peu pareil en soi, c'est comment... Oui, non, c'est triqué le truc. Je sais pas si c'est pareil, non, c'est pas pareil. Il y a des similitudes, en tout cas les relations humaines. Ouais. Mais tu vois, si on prend l'exemple, moi je t'ai rencontré grâce à tes contenus, et je me suis dit, c'est trop cool ce que tu fais, et vas-y, je te contacte. Et après on s'est appelé, puis on s'est bien entendu, puis la relation s'est construite à partir de cela. Mais on en revient à ça, c'est parce que tu avais fait un truc cool qui sortait du lot à l'époque. Petite musique en podcast. C'est pas grave, on la laissera. Mais ouais, je sais pas si j'ai des insights, mais moi je pense avoir dit l'essentiel. Pour moi, on est dans l'ère internet, l'ère des projets. Faites des trucs, comme tu as dit, faire des trucs cool. Et moi, ça m'a
ça m'a changé clairement ma vie. Parce que j'étais très frustré au lycée et même au collège en réalité. Euh, Effectivement, tu choisis pas tes amis. Tu as des amis qui sont intéressants, enfin des amis tu passes bon temps avec eux, mais moi je sentais que ça serait pas forcément les amis que j'aurais parfois sur le très long terme, hormis quelques-uns peut-être. Euh, et clairement, là j'ai l'impression que j'ai certaines relations dont tu fais partie, je me dis, en fait c'est des jours infinis, en fait, ça peut durer toute la vie. Et je trouve ça même cool de voir l'évolution des chacun pendant tout, projeter toi, projeter d'autres amis que je peux avoir aussi. Et dire je suis curieux de voir comment ça évolue en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Et je trouve que du coup, pour ça, il y a le truc faire des amis, mais ensuite il y a avoir de bonnes relations amicales. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup appris d'un groupe d'amis que j'ai avec des amis, c'est le côté mafia, quoi. C'est le côté, en fait, c'est, tu sais, on parle souvent de la spirale dynamique, quoi. Et t'as un côté rouge qui est très mafia, c'est-à-dire le réseau d'entraide avant tout, avant de la vertu morale, avant de la vertu de statut, de je sais pas quoi. On est une mafia et on s'entraide, tu vois. Ouais. Et moi, je suis convaincu que dans un groupe d'amis, il faut revenir à ce niveau-là sur certaines valeurs pour que ce soit puissant, tu vois. Euh, et, et donc, comment ça se traduit concrètement là avec mes grandes théories déjà, on est genre dès qu'on fait un event ensemble, on est toujours à la date du prochain event qu'on va faire ensemble. Donc nous, on fait beaucoup de rando. Donc dès qu'il y a une rando qui est passée, sur le groupe, il y a toujours un qui organise la prochaine rando. Okay. Ensuite, on a un commitment, on a un ensemble de valeurs morales partagées ou valeurs de fonctionnement, quoi. Il y a du commit, reliability à 100%, quoi. S'il y en a un il faut vraiment être malade jusqu'à la mort pour pas venir à un event, quoi. Sinon, t'es un peu, tu vois, à rejeter du groupe petit à petit, tu t'es plus dans les valeurs, quoi. Et donc, si on est en juin et qu'on prévoit une rando pour octobre, ou octobre de l'année suivante, on s'engage, on commit et on vient. Et on le fait, quoi. Et il y a un truc d'entraide après, et je trouve que moi, c'est tellement précieux, quoi, de développer ça dans une ère où j'ai l'impression que ça s'en va, ça. Je vois surtout nos amis, je sais pas, notre milieu, qui est le milieu un peu infopreneur, créateur de contenu, entrepreneur, c'est quand même très peu de fiabilité globalement et très peu de, tu vois, de... En vrai, je crois que c'est pire dans les environnements même non entrepreneuriaux. Ah ouais. Pour observer, c'est très dur d'organiser des événements, c'est très dur de... Je pense que certains peut-être qui nous écouteront se reconnaîtront, mais organiser un resto, je peux voir des fois en fait des gens autour de moi qui sont surpris à quelle vitesse j'arrive à organiser des dîners à 4, 6, 8, où les gens me disent oui très rapidement, il n'y a pas de faux plan. De toute façon, c'est simple, je fais pareil que toi. Un faux plan, non justifié, tu vois, et pas respecté, j'invite plus la personne en fait. Ouais, complètement. Parce que ça casse la dynamique. Si on fait un dîner à 4, moi j'organise beaucoup de dîners à 4 à Budapest. Genre, on fait un process. Je fais jamais un dîner à 4 avec une personne que je n'ai pas vue, idéalement dans une marche avec elle avant en one-one. Donc avoir vu en one-one, et principalement une marche où je trouve que d'ailleurs c'est un petit tip. On connecte beaucoup plus vite à travers une marche ou du mouvement, en tout cas une activité, que aller dans un café, être en face à face, t'es direct dans une posture de show-off, un peu de vouloir montrer j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça vaut avec les dates aussi, avec les filles d'ailleurs, d'essayer de trouver des environnements moins stressants, plus ouverts, moins show-off. Moi j'utilise beaucoup ça. C'est une très bonne technique ça. Ouais. Ah, tu peux me l'appliquer, c'est gratuit. Ouais, je vais les emmener danser comme ça, on va essayer de les danser. Ouais, exactement. On va se rencontrer comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur... ouais, mais ça, c'est important. Et du coup, après, effectivement, dans les dîners, il y a des gens, je suis assez ouvert là-dessus. Je leur dis, désolé, mais en fait, si tu mets un faux plan à 4, du coup, on est 3, ça change la dynamique. Tu respectes pas le truc. Donc, c'est assez clair que tu vois, les personnes ne sont pas forcément réinvitées ensuite. Mais ouais, c'est important. Et du coup, vous êtes assez... dans ce groupe, tu me disais, vous êtes assez aussi... ferme sur les gens qui rentrent, et les gens qui ne restent pas. Du coup, ouais, complètement. Facilement enlever le côté mafia, quoi. C'est qu'une fois que t'appartiens à un gang, tu es vraiment tu appartiens vraiment, quoi. Ouais. Et quand t'appartiens pas, quoi. The Family avait beaucoup ça dans les startups des années 2010, pardon, où tu sentais, t'avais beau venir aux événements, au dîner, ou même la journée avoir accès au bureau, une espèce de tiers-lieu qu'ils avaient, tu sentais que c'était dedans ou pas dedans. Tu pouvais être présent, mais en fait, je sais pas, ils te parlaient différemment. Moi, je voyais vis-à-vis des autres, en fait, ils les traitaient pas pareil. Il y avait un côté, à un moment, tu dois mériter ton appartenance au groupe, quoi. Ouais. Et ça passait par des choses qui étaient... J'aurais du mal à citer, d'ailleurs. C'était comme ils avaient des critères pour dire, bon, là, tu fais partie de la famille. Et là, lui, il n'en fait pas partie, quoi.
Donc, ouais, très Ouais, c'est un ensemble de valeurs que Ouais, c'est ça. auxquelles tu dois adhérer, quoi. C'est ça. Mais je trouve ça puissant, du coup, ouais, de designer aussi ces groupes d'amis, ou au moins ces relations, Ouais. en se disant, bah, nous, par exemple, on design aussi en disant, bah, 3 fois par an ou 4 fois par an, on se fait des, Ensemble, ouais, des sortes de retraites tous les deux pour bosser, mais aussi juste complètement. Ouais. discuter, ouais, voilà. Si on creuse un petit peu, on va sur le sujet des relations intimes, le couple. Bon, la grande différence, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi avant de faire cet épisode, ce qui nous a donné envie d'aller plus vite et faire cet épisode plus tôt que prévu, d'ailleurs en passant. Tu disais, tu auras peut-être d'ailleurs des points de départ que tu voulais reprendre de nos discussions, qu'on pourra mettre en contexte. Mais là, une des grandes différences, j'ai l'impression, c'est le sous-entendu, en tout cas, parce que c'est pas forcément toujours comme ça, mais entre l'amitié qui peut être par période aussi. Tu vois, tu restes amis, on se voit pas pendant 1 an, supposons, bah, là, c'est différent, on a une activité en commun, mais il y a un monde où on pourrait ne pas se voir pendant 6 mois, 1 an, et on se revoit, on est toujours amis. C'est un peu plus dur dans des conceptions, en tout cas classiques, si tant est encore. Qu'est-ce que ça veut dire classique, mais du couple. Donc ça veut dire qu'il y a aussi la question du choix, la question du type de couple, la question du type de personne. Bah, ça soulève pas mal de questions. Ouais, c'est clair. Je sais pas comment toi t'as envie qu'on C'était- prenne le sujet. Est-ce que comme Non, tu mais m'as oui, dit tout à l'heure, on peut redire tout à l'heure ce qu'on disait, ouais. remet du contexte un Je petit remets peu. du contexte, ouais. Ah, ça va nous donner des idées. Mais non, mais c'est parce que dans le précédent podcast qu'on vous invite fortement à écouter, on parlait de l'importance disons, de l'équanimité dans les choix de vie, quoi. Faut en tester plein, faut se laisser ouvert, il faut explorer. Et peut-être qu'un jour, tu vois, vous voudrez être banquier dans une banque d'affaires à Londres, et peut-être que le jour d'après, éleveur de chèvres au Tibet, il faudra pouvoir faire le switch, quoi. Et c'est ça la vie aussi, c'est de pas se définir par plus tu te dépouilles identitairement, plus tu peux changer, plus tu te rends compte de qui t'es vraiment, quoi. C'est ça qu'on disait un peu. Ouais. Sauf qu'on se disait, bah, en fait, dans les relations amoureuses, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire que quand tu es en couple, en tout cas exclusif, dans un truc un peu traditionnel, euh, si tu dis à la personne, ah bah quand je serai célibataire, je ferai ça, tiens, j'aimerais bien tester une phase de vie où je suis célibataire et je fais l'amour à 8 personnes au Brésil par jour, tu vois, bah, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'insécurité auprès de son partenaire et ça va pas se passer comme prévu ce soir-là. Donc, ouais, je pense que. Donc, mais du coup, voilà, il y avait ce truc de. Ouais, tu peux pas avoir cette légèreté d'action et cette fluidité d'être dans tes relations, peut-être. Parce que bah, si tu es en couple, tant que tu es en couple, tu te dis bah, ça peut encore durer longtemps, je me projette avec la personne, et on va créer un cadre d'intimité qui fait qu'on va pas se trahir, ce qui fait que ça va nous permettre d'être encore plus proches, encore plus intimes. Alors si tu commences à te dire, bah, en fait j'ai d'autres envies, bah, en fait ça nique la confiance, quoi. Alors qu'on devrait pouvoir en parler dans le cadre d'une relation infinie, quoi. De dire, bah, en fait non, on veut se développer chacun de notre côté, et on a des envies, et on devrait pouvoir être fluide, et on devrait pouvoir s'aimer autant quand on se quitte, si on se quitte. Et ce serait ça, tu vois, une relation ultra mature. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Euh, parce que c'est un couple exclusif et on avait besoin, quoi. C'était ça qu'on disait, en tout cas. Ouais, alors, effectivement, je suis pas un expert des relations, c'est plus empiriquement de mes expériences personnelles, mes observations, dont moi je parle en tout cas. De ce que je sais, t'es pas spécialiste en plus. Non, non, non. On précise quand même. On a eu des spécialistes d'ailleurs pendant la dernière retraite perspective. Et c'est quoi spécialiste, en fait? Ils ont étudié les... Spécialistes au sens, en tout cas, c'est leur sujet. Ils ont dit pensent tous les jours. 10 modèles mentaux, quoi. Voilà, 10 Voilà. modèles mentaux, ils ont coaché plein de gens. Ils ont coaché des gens, ils voient plus de choses que nous, ils ont Bah, non, une perspective ou- plus ouais. évoluée peut-être que ce que moi je peux avoir en tout cas. Mais moi, ce que je vois en tout cas, effectivement, c'est moi, déjà, j'ai une préférence dans mon cercle, enfin dans mon système de valeurs plutôt pour les couples hétéros, traditionnels, exclusifs, monogames, je sais pas quel autre terme employer. Enfin, vous avez vu le décor, quoi. Et à chaque fois, il y a la question. Déjà avec qui. Il y a la question de est-ce que j'ai envie ou non d'être en couple. Enfin, déjà, je sais pas dans quel ordre. Ouais, est-ce que j'ai envie ou non d'être en couple. Quelle est la personne avec qui j'aimerais être en couple. Quelles sont les opportunités que j'ai devant moi. Et après, effectivement, il y a comment j'évolue dans le couple à travers mes phases de vie sans avoir à arrêter la relation si j'ai pas envie de l'arrêter, tout en continuant à m'épanouir et que la personne puisse s'épanouir en tant qu'individu. Moi, c'est un peu mes enjeux, quoi, que je vois.
Donc moi, par exemple, là, ça fait 2 ans que je suis dans une relation. euh, Relation, du coup, enfin, sur le modèle que j'ai décrit. Et pour ma part, il y a eu vraiment une envie à un moment d'être en couple après 3 ans à ne pas l'être, avant d'explorer certaines choses. Et du coup, il y avait déjà de l'envie. Après, il y a eu avec qui. Et du coup, je m'étais donné la possibilité, on va dire, d'avoir plusieurs relations aussi pour vraiment voir aussi dans des relations longues, des relations moins longues, pour voir vraiment ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. On prenait l'exemple en privé euh, de voir une personne qui est intense ou une personne qui est intellectuellement beaucoup, beaucoup plus intelligente que soi ou beaucoup plus avancée dans un domaine que soi, ou, enfin, ce genre de choses. Moi, c'est pas trop, ou beaucoup plus folganique. Moi, tous ces trucs-là, ça m'intéressait pas trop quand je rentrais dans ma relation. Je cherchais plus des valeurs, une vision du monde, une personnalité qui était assez proche de la mienne au sens plus calme, plus posé, introverti. Enfin, introverti. En tout cas, posé. Et c'est ça que je valorisais. Et après, ce qui est dur, c'est voilà, dans le temps, est-ce que les envies ne changent pas? Est-ce qu'on a toujours envie de ça? Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours envie de ça, parce qu'en fait, justement, c'est le contraste des relations précédentes qui m'aide à savoir quand même beaucoup plus, là, à 34 ans qu'à 24 ans, Ouais, c'est clair. ce que je voulais vraiment. Je sais pas si ça va évoluer, euh, donc ça, je peux pas répondre. Et après, sur le côté qui peut être une peur parfois, c'est comment réussir à continuer à s'épanouir, à se développer, pas se sentir contraint par cette modalité de relation. Alors moi, il n'y a pas forcément d'idée d'explorer polygamie, ouverture, alors polyamour, plus que polygamie d'ailleurs, ce genre de choses. Mais par contre, c'est plus de designer, on en revient au design de vie, une façon d'être à deux et chacun de notre côté qui nous permet de continuer à explorer ce on sent qu'on veut explorer. Pour ma part, par exemple, de pouvoir, si je le souhaite, voyager des périodes plus ou moins longues pendant l'année, tous les ans si je le veux, sans que ce soit quelque chose de négatif pour elle et pour le couple. Donc c'est ça que j'essaye de travailler en ce moment, par exemple. Ouais, ouais. Bah, vas-y, si tu veux aller plus là-dessus, peut-être, moi, ça m'intéresse de Bah, savoir un peu les astuces. Enfin, tu parlais dans des conversations, comment vous pouvez reframer la manière de voir les choses ou des choses comme ça. oui, je donnais un exemple d'un participant, je ne vais pas nécessairement le nommer, mais qui disait que sa copine, qui elle était un peu bloquée par son activité dans une zone géographique, et lui, il pouvait beaucoup plus partir, mais qui n'allait pas le faire, parce que quand il revenait après, elle était frustrée, parce que lui, il était rayonnant, il était content, il avait plein d'histoires, et elle, du coup, ça la mettait en bas, quoi, limite. Quoi. Et je trouvais que c'était très dommage qu'en fait, tu pouvais complètement rechanger la perception du truc et se dire, est-ce que la métaphore chez soit comme Christophe Colomb qui ramène des épices et fait lui prendre conscience que ça ramène de la saveur dans le couple, ça ramène des expériences, ça ramène des nouvelles cartes du territoire dans ton paradigme de ce qu'est la vie, le monde, les gens, etc. Et que c'est très positif et faisant quelque chose de positif pour elle. Et c'est fait, avec la responsabilité que ça lui incombe aussi, de se dire comment je peux faire en sorte qu'elle ne se soit pas perçue comme je me casse parce que je me fais chier, deux, je suis très égoïste dans ma démarche et en fait je la consulte pas, je pars quand je veux, vraiment sans consultation. Et trois, quand je reviens en fait, je ne sais pas transmettre la richesse de ce que je suis allé récupérer Ouais, c'est vrai. dans mes Ça implique, aventures. ouais. Donc moi par exemple, ce que j'essaie de faire dans ma relation, c'est essayer du mieux possible, je le fais pas toujours parfaitement évidemment, mais de l'impliquer aussi dans mes aventures. C'est des petits trucs très basiques, hein, mais des petites attentions, des petites vidéos, des petits messages, des appels. Essayer de faire comme si elle était un peu avec moi, tu vois, qu'elle sente que la distance, tu vois, et qu'elle goûte à l'aventure, tu vois, même sans y être nécessairement. Et après revenir aussi avec une énergie, avec une manière d'être euh, un peu différente de quand je suis parti. Et après, ce que je disais aussi à la personne dont on parle là, sans la citer, hein, parce que, par respect pour vie privée, on va dire, c'était aussi que ça permet aussi à sa copine et à son couple de se questionner sur leur façon de voir une relation, en fait. Quoi. Et la personne, en tout cas la femme dont on parle, va se dire est-ce que ça ne dit pas des choses sur elle ou sur sa manière de vivre qui peut-être elle veut faire évoluer, quoi, ou elle devrait faire évoluer. Donc c'est un bon révélateur aussi. Donc c'est un petit peu ça, voilà, c'est ne pas être fataliste, voilà, c'est pas ne pas voir le couple comme voilà une prison dans laquelle tu vas t'enfermer et l'engagement comme quelque chose de négatif aussi. Alors
tu veux, je peux continuer, mais ça va. Moi- Tu veux réagir parce que genre, ce que j'allais dire sur l'engagement, mais on ira peut-être après. T'as des choses. Ouais, j'avais l'impression que dans la continuité. Moi, j'aimais bien ce truc de reframing, quoi. C'est un peu aussi le truc du coaching, quoi. C'est Ouais. comment tu changes le frame de pensée et tu te rends compte de pourquoi cette pensée dans ce frame-là c'est construite, quoi. Ouais. Pour comprendre ton ingénierie et tout ça. Et c'est souvent ça dans le couple, quoi. C'est deux perceptions différentes qui viennent. Les intentions de l'un sont pas du tout la perception de l'autre et il y a un clash, quoi, un truc. Hein. Absolument. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir ouais, reframer les. En fait, ouais, de pas voir le truc comme fixe. Euh, genre, bah, en fait, soit je suis en couple, soit je suis célibataire et je peux voyager vraiment, quoi. Mais de se dire, en fait, il y a plein d'entre-deux. Et avec une bonne communication et justement, si tu te connectes vraiment à l'amour que tu as pour l'autre, tu peux réussir à designer un peu tes envies au sein d'un couple, quoi. C'est ça. Et faire des compromis, etc. Donc, ouais, voilà, juste pour faire le sum-up, moi je trouve ça très intéressant. Et après, moi je voulais aussi que tu parles du Relationship Handbook Oui. sur ce concept de vision. Voilà. Bon. Mais donc tu pourras en parler après, je sais pas où. Ouais, carrément, je voulais rajouter sur la question d'engagement qui fait peur, et tu l'as bien expliqué, on vit dans une société où on a de moins en moins envie de s'engager. Les choses sont plus fluides, plus d'abondance, plus de FOMO. Donc c'est aussi pour ça, et il y a des très bonnes raisons. Je pense aussi qu'on a ramené des idées d'ouverture de couple, de polyamour, ce genre de choses. Tu vois, je pense qu'il y a du positif et du négatif là-dedans. Ça dépend. C'est des conceptions qui demandent aussi énormément de maturité de la part des deux personnes dans le couple. C'est ça que moi, je tendance à peu le conseiller aux gens, à peu y croire, et même pour moi, parce qu'en fait, pour moi, ça demande un niveau de maturité et de sécurité, on va dire, intérieure, Énorme, qui est énorme. colossal, que Ouais, ouais. peu de gens ont en réalité, quoi. Ah oui, complètement. Et Bah, qui se souvent- développe avec et la souvent, j'ai relation. l'impression que plus les gens qui y vont, c'est mon avis, hein, on peut me défoncer. Ils l'ont pas. Non, ne l'ont pas du tout, au contraire. Quoi. Qui sont de l'autre côté. C'est un peu la courbe de Gauss, en fait. C'est qu'ils devraient être de l'autre côté de la courbe, mais ils sont du mauvais côté et ils y vont et ils courent à la catastrophe. Quoi. Ouais, c'est le même avec Ouais, ouais, Apple Note, Obsidian Rome, Apple Note. exactement. Ils l'ont fait pour tout celui-ci. C'est ça. Donc, moi, je vois beaucoup les. Je trouve ça beau, en fait. Après, encore une fois, je conçois qu'on voit les choses différemment, mais le défi de la notion d'engagement, de se dire je suis bien avec cette personne. Tout n'est pas parfait, évidemment, parce que rien ne sera jamais parfait. L'idéal ne peut jamais être atteint. Mais en tout cas, ça remplit vraiment. Je me sens bien, je me projette, je me sens à l'aise. Il y a énormément de choses qui me plaisent. Et le défi de comment tu crées un jeu infini dans cette relation et de la valeur dans le laisser du temps, en fait, et que sa relation se déploie et qu'elle devienne quelque chose qui n'est pas que. C'est le truc de Beck BD, là, l'amour dure 3 ans et qu'en Ouais. fait il y a ces cycles et puis en fait tu as toujours une phase de désir, d'excitation, puis après ça commence à devenir fade. En fait de confondre, je sais plus, c'est Eros et Agapé en grec, vraiment l'amour profond et l'amour plus érotique on va dire quoi. Et plus dans le désir ou dans la surface. Et typiquement c'est un chapitre dans The Handbook Relationship d'un couple de praticiens donc on pourrait dire, je sais pas, c'est psychologue, c'est Ouais, ouais. psychologue de couple, ça doit être ça, hein, dont l'idée principale du livre, pour déjà partir de ça, est que, paradoxalement, ce qui permet au couple de surmonter les crises et de résoudre les problèmes est de ne pas traiter les problèmes, mais de se concentrer sur le niveau de mood, d'énergie et d'amour qu'il y a dans le couple, qui permet d'un coup, plutôt que d'être en confrontation, comme le truc que je vous ai dit au début, que je te disais sur le... aller marcher plutôt que se mettre sur une table dans un café face à face, c'est de se dire voilà, comment métaphoriquement on regarde dans la même direction, on se rapproche plutôt que d'être sur une table très éloignée et face à face et d'être en défiance. Et quand on vient avec le problème, en fait, on se met dans une posture de défiance d'office en fait. Ouais, c'est vrai. C'est mon problème contre ta demande ou c'est nos problèmes qu'on essaie de résoudre. Et en fait, ça marche pas ça, selon eux. Et c'est vrai que quand j'y repense maintenant dans mes relations, j'ai eu parfois tendance à vouloir ramener le problème en disant il faut le résoudre, donc vas-y, on est courageux, on amène le problème. Et en fait, ça marche jamais. Quand j'ai réfléchi, en tout cas. Non, c'est vrai, c'est vrai. ça- Ou faut que les deux soient à un niveau très élevé de capacité d'empathie et de jouer avec les concepts. Ouais. Mais quand tu es en fait dans ça, en fait, tu parles d'une place où tu as oublié qu'en fait, tu es dans t'as un intérêt commun et qu'en fait, et t'es même pas, tu parles pas de. Ah, tu nous interromps. Ouais. Je suis désolé, c'est les calls, j'ai les alarmes. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a un peu ce côté.
ce côté, on a oublié que il y a pas, en fait, il y a pas d'amour dans la discussion. Ouais. Pas dans le sens où on a oublié qu'on était ensemble parce qu'on s'aime. On ne parle pas de cette place de l'amour en fait. Du coup, t'as pas ce sentiment de j'aime la personne et en fait là je veux absolument qu'on trouve des chemins, des trucs à explorer pour nous. Oui, t'es juste. Et c'est juste en mode je veux qu'on résolve le problème, là ça me saoule. Ouais, t'es collé à J'ai un ton enfant, tu drama. veux pas d'enfant, ça va pas. Si ça continue comme ça, on se divorce, nanana, ou on se marie pas. Et en fait, il y aura toujours des problèmes comme ça, des choses qui ont l'air un peu irréconciliables et qui demandent des compromis. Et du coup, il y a la version, on fait un bras de fer et c'est celui qui gagne le bras de fer qui fait passer. Et après, on appelle ça un compromis, mais t'en as un autre qui s'est sacrifié en partant d'une énergie hyper basse, en mode, en fait, j'abdique. Je me suis fait avoir. Le sentiment de se faire avoir, du coup. Ouais. Et l'autre, plutôt, j'ai l'impression, on construit, on part d'une bonne énergie. Et alors, je sais pas si certains pourraient se dire, bah oui, mais au bout d'un moment, quand ça redescend, est-ce que la personne n'est pas frustrée? A priori, moi, de ce que j'ai vécu, pas trop, et de ce que disent ces praticiens, pas du tout, sur beaucoup de couples. Donc voilà, c'est ça l'idée du livre en gros, quoi. Et après, ça prend plein d'exemples concrets, Ouais. de chapitres. C'est de pas trop focus en fait sur le problème et d'avoir une approche. Vraiment sur. Ça paraît pas évident, mais ça paraît. Juste, on se rappelle que la relation, on sait pourquoi on est là, on remet de la bonne énergie, on remet de l'intimité, de la proximité. On n'oublie pas que la personne parle aussi à des problèmes à partir de ses insécurités. On est empathique pour la personne parce que en fait, c'est un humain qui a des peurs, qui a des craintes, qui a des intérêts aussi, un agenda, enfin voilà, qui a des choses. Et qu'on se rappelle de tout ça avec les bons et les mauvais côtés de toutes ces choses-là, quoi. Et ça, c'est des trucs, je trouve, qu'on fait rarement dans les relations. On manque d'empathie, en fait. On est un peu selfish dans les relations. Enfin, Ouais, égoïste, complètement. quoi. Souvent, le moment où intervient le conflit, c'est le moment où t'es le moins propice à avoir un conflit, enfin avoir une discussion. Oui, c'est le pire, souvent. Oui, parce que t'es complètement collé à une part de toi qui est pas toi-même et qui t'a complètement envahi. C'est ça. T'es énervé, t'as peur, t'es émotionnel, il y a la peur, il y a tout ça. Ouais. Et donc ouais, c'est ça, c'est aussi comment est-ce qu'en couple les deux ont la volonté de s'améliorer, quoi, et de devenir plus mature à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Ça, c'est pas facile, hein. Ah bah non. Et non. même En plus, il faut être deux dans le couple. Enfin, on est deux, donc ouais, c'est ça. c'est aussi accompagner la personne avec soi aussi à évoluer, tout en se disant bien, voilà, se concentrer sur sa part de responsabilité, de pas. Voilà, après, l'autre ne suit pas. Ouais, mais du coup, tu peux très facilement tomber dans la posture un peu du coach, quoi. J'ai l'impression. C'est pour ça que c'est vrai que 100%. C'est pour ça, je pense que il faut laisser la personne faire son chemin et il faut se concentrer surtout sur sa manière à soi d'être dans la relation. Et après, je me dis, parce que comment moi je le perçois, parce que je me suis déjà posé ces questions-là, de ne pas chercher à changer le comportement de l'autre ou la faire entre les step-up, par exemple, sur un niveau de conscience ou sur des choses spirituelles, ou là, en l'occurrence, sur sa maturité émotionnelle pour gérer ces situations complexes dans une relation. Mais plus de lead by example, tu vois, vraiment, enfin, je sais pas pourquoi le dire en anglais, mais mené par l'exemple. Et pas coacher, pas dire j'aimerais que tu fasses ça. C'est qu'elle voit que quand tu es empathique, par exemple, l'effet que ça a et qu'en fait, que ça crée de l'empathie chez elle. Toi, et après, si la personne elle l'est pas, elle l'est pas. Et après, tu prends les décisions oui, non, c'est faux, clair, tu vois. Mais je pense que on grandit à deux aussi par mimétisme, ouais. par inspiration, par faire voir l'autre, mais il fait tout ça pour le bien de la relation. Il a l'empathie pour moi. Il essaie de changer ou d'évoluer ou de se développer. Et en fait, c'est beau, je pense. Et l'autre, après, il y en a qui se disent, il le voit même pas. Il y en a qui vont dire, je m'en fous, au final, j'ai la flemme. T'as qui vont dire, j'essaye. Et t'as ceux qui vont dire, allons-y à deux et progressons, quoi, tu vois. Et faisons de notre mieux. Et vaut mieux, et je pense que c'est mieux d'avoir une relation sans forcer que la personne, naturellement, d'être bien avec quelqu'un qui a cette posture sur la vie et sur la relation, en l'occurrence. Ouais, complètement. Et quelqu'un, par contre, toi, tu essayes beaucoup de choses et la personne, elle est en rejet complet de tout ça, c'est juste que tu n'as peut-être rien à faire avec la personne au moment. Non, c'est clair. C'est juste un indicateur. Ouais. On est allé loin, on n'a pas tout mappé. On est pas mal. Je pense qu'on peut. C'est une bonne discussion. Voilà. C'est une bonne discussion. Il va falloir qu'on conclue dans pas longtemps. Dans une minute. On a encore une minute. Comment on conclut cet épisode, Elliot? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager ou... Comment on conclut cet épisode? Là, on voulait faire un épisode plus
parler des trucs perso, les relations, quelque chose qui touche tout le monde évidemment, et sortir un peu du concept, même si au fait, on ramène encore un peu de concept. C'est par ça Et- qu'on voit le monde, donc et- aussi c'est et- pas facile de. Oui, oui, et réfléchir, et témoigner sur comment on gère c'est quelque chose qui est fondamental, quoi, le rapport à l'autre. Ouais. Qu'il soit intime, qu'il soit relationnel, amical. Ouais. C'est Peut-être pour finir, on peut balancer une petite liste de lecture, enfin des trucs qui nous ont le plus aidé, quoi. Ouais, bah alors là, le livre dont on a cité, donc, The Handbook Relationship. The Relationship Handbook. Relationship and Books, sorry. Handbook. Handbook. Ouais. Moi en vrai, le livre sur la CNV m'a beaucoup aidé. Ok. En fait, juste dès que quelqu'un dit tu es trop comme ça, ou tu fais ça, en fait, c'est toujours faux. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est pas bien de le dire comme ça, quoi. Ouais. Et juste d'avoir la confirmation que ça c'est vrai, moi ça m'a un peu tout changé. Parce qu'en fait, c'est toujours, quand tu fais ça, je me sens comme ça, et c'est un ressenti duquel tu parles. Et du coup, c'est hyper inconstructif de dire tu. Et donc, du coup, quand tu lis ce livre, tu te dis putain, j'ai le méga réflexe de dire c'est plus tu es comme ça, tu portes pas attention à moi, tu m'aimes pas assez, tu machin. Non, c'est quand tu fais dans tel contexte, je me sens comme ça. Et en fait, c'est ton ingénierie intérieure qu'il faut travailler avec peut-être un besoin de compromis ou de parler à l'autre de ça, quoi. Ou de compréhension. Ou de compréhension. Ouais. Mais voilà, du coup, en tout cas, le truc sur la CNV m'a beaucoup aidé, moi. Je réfléchis si j'ai d'autres ressources. Non, parce qu'après, toi, comment se faire des amis pour titre un peu à la con, mais c'est un bon livre, mais c'est même pas ça que j'ai envie de citer. Ouais, c'est plus par expérience, en fait, ce que j'ai mentionné au début, vraiment, on revient, voilà, faire des trucs cool, comme tu disais, faire des projets. Ouais. Et Finite and Infinite Game aussi. Finite Infinite Game, Ouais. James Cars. James Cars. Cars, C-A-R-S-E. James P. Cars, je crois, un truc comme ça. Ouais. Que je vais lire, du coup. Je crois que je l'ai sur ma Kindle, en plus. Il est temps. Et écoute, Elliot, merci pour cette discussion. Merci à toi, Ce qu'on JC. cherche dans ce podcast, au final, c'est pouvoir s'exprimer sur un peu n'importe quel sujet, développer notre vision, notre perspective, réfléchir à comment on vit ces sujets-là, qu'est-ce qu'on en pense. Donc on se revoit au prochain épisode. À très vite. À très vite.